est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots ce qui ressort un petit peu de cette enquête avec les soignants là, de Jeanne Garnier autour de la kinésionomie clinique? Ouais. Question très large. Peut-être repartir de la demande qui nous a été adressée en tant que chercheur, qui était d'évaluer les apports de la formation à la kinésionomie clinique en soins palliatifs au sein de notre institution. Et que pour évaluer ces apports, il nous a semblé pertinent et intéressant d'aller interroger bien sûr des soignants formés à la kinésionomie clinique pour les interroger sur ce que ça avait changé dans leur pratique et dans leur rapport à leur travail. Et pour ça, on a mobilisé des éléments théoriques et méthodologiques d'une discipline qui s'appelle la psychodynamique du travail, qui a été fondée en France dans les années 70 et qui s'intéresse au rapport entre l'organisation du travail et le rapport subjectif au travail, c'est-à-dire en quoi le travail est à la fois source de souffrance, peut être source de souffrance, mais aussi de plaisir et d'accomplissement. Et donc on a mobilisé essentiellement ce corpus théorique et méthodologique. Donc on a fait des entretiens individuels et des entretiens collectifs auprès de soignants de la maison médicale Jeanne Garnier qui avaient été formés. Parce que ça fait plusieurs années qu'il y a des sessions de formation au sein de la maison médicale Jeanne Garnier sur la kinésionomie clinique. Et on souhaitait interroger les personnes qui avaient terminé leur formation et qui pouvaient appliquer dans leurs soins quotidiens auprès des patients la kinésionomie clinique. Donc on a réalisé tout d'abord des entretiens individuels, un petit peu exploratoires pour comprendre un petit peu les différents enjeux, les points qu'il fallait qu'on creuse aussi. Et ensuite on a fait 4 entretiens individuels et ensuite on a fait 2 sessions d'entretien collectif, ou dit aussi focus group. Et là il y avait 6 soignants à chaque fois. Donc il y a eu 2 sessions de focus group. À chaque fois, donc, il y a une discussion autour des apports, des effets de la kinésionomie clinique, donc aussi bien sur eux en tant que soignants dans leur pratique, mais aussi par rapport à leur relation avec leurs binômes, avec d'autres collègues, la façon dont ils sont soignants aussi au sein de la maison médicale Jeanne Garnier maintenant qu'ils sont formés à la kinésionomie clinique. Et en fait, après chaque session, on se retrouvait au niveau du petit comité de recherche qui a été créé. Donc, c'est un petit peu, il y a plusieurs disciplines et plusieurs fonctions au sein de la maison. Il y a le service formation, il y a des infirmiers qui sont déjà très aguerris à la kinésionomie clinique, d'autres qui sont en cours de formation, psychologues et sociologues qui constituent un petit peu ce suivi des entretiens individuels et collectifs. Et donc après chaque session d'entretien collectif, il y avait une restitution qu'on faisait un petit peu entre nous en petit comité, et ça nous permettait pour la deuxième session de creuser un petit peu plus des questions, des interrogations, des choses que nous n'avions pas réussi à saisir. Et ensuite, il y a eu cette deuxième session de focus group. On a par la suite produit un document de travail, puis un résumé d'une 15aine de pages, un rapport, qu'on a finalement présenté en présentation finale aux soignants qui avaient participé au focus group pour leur demander validation, correction, amendement, etc. Et ensuite, ce rapport a destination très prochainement être présenté en tout cas à la direction de la maison médicale Jeanne Garnier. Donc dans ce rapport, en fait, il y a 2 grandes parties. Une partie sur, on pourrait dire, ce que ça a apporté aux soignants, les points vraiment positifs, ce que ça a changé de manière significative. Et puis une deuxième partie qui est relative aux limites et aux difficultés nouvelles que cette formation a pu générer. Donc sur les aspects significativement positifs, on l'a structuré en sous-parties, ce rapport. La première chose, c'est le rapport à la question de la peur dans le travail en soins palliatifs. C'est-à-dire que la kinésionomie clinique modifie le rapport à la peur des soignants. Alors peur qui est à double titre, c'est-à-dire que l'idée c'est de dire que travailler en soins palliatifs, c'est travailler avec ses propres peurs, avec sa peur,
Et donc ces peurs, c'est la peur de faire mal au patient, la peur de le faire tomber, la peur de générer, de provoquer de la douleur, mais la peur aussi de se faire mal à soi-même, de porter atteinte à son propre corps, de se faire mal au dos, de se fatiguer. Et donc la kinésionomie clinique, on a montré à travers l'enquête qu'elle permettait de conjurer la peur. Comment en faisant gagner les soignants, en leur permettant de gagner en habileté. C'est-à-dire que plus ils devenaient habiles au contact du patient, dans la manière de faire les soins, les toilettes, etc., finalement, moins ils avaient peur de faire mal aux patients et moins ils avaient peur de se faire mal, eux-mêmes. Et donc, finalement, ce qu'on a montré, c'est que travailler en soins palliatifs, c'est forcément travailler avec la peur, et que pour la conjurer, cette peur, pour travailler avec, ça appelle un travail de soi sur soi. Et ce travail de soi sur soi, il passe par le développement d'habileté du corps, d'habileté technique. Et donc, la deuxième chose qu'on montre dans le rapport, c'est que cette formation, finalement, à la kinésionomie clinique, révèle qu'on ne peut pas distinguer ce qui relève de compétences techniques et ce qui relève de compétences relationnelles. Que les deux sont totalement liés. C'est-à-dire que tout soin technique appelle aussi des habiletés relationnelles. Ce que l'étude a montré, c'est que la kinésionomie clinique révèle ça complètement. C'est-à-dire que la manière de techniquement faire le soin ou la toilette appelle un accordage affectif, une attention au patient. On ne fait pas pareil de manière standardisée ou protocolisée avec tous les patients. On s'adapte, on s'accorde à l'état affectif, émotionnel du patient. Donc tout soin technique appelle des habiletés relationnelles. Et à l'inverse, ce que la kinésionomie clinique montre, c'est que tout soin relationnel relève aussi d'habiletés techniques. Et ça, c'est vrai que ça va un peu à l'encontre d'une vision romantique du soin, de la main, de la sollicitude, de l'empathie de la main posée sur la main du patient. Parce que ce que la kinésionomie clinique montre, c'est que cette présence à l'autre, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'approfondit avec le temps, qui s'améliore, et que être présent, c'est une manière de se tenir, c'est une manière de regarder, c'est une manière de faire silence, c'est une manière de parler, et que tout ça, ce sont des choses qui s'affinent avec le temps. Et comment ça s'affine ? Ça s'affine par le développement des registres de sensibilité du corps des soignants. Et comment ça marche ? C'est dans un dialogue entre le développement de registres de sensibilité et des concepts théoriques. Donc, ce qu'on a compris à travers cette enquête, c'est que durant la formation, les soignants jouent tour à tour le rôle de soignants et de patients, et que donc ils font une expérience dans leur corps, on leur demande de sentir dans leur corps des choses, mais que l'apport de la kinésionomie clinique, c'est de mettre des mots sur ces sensations, et de mettre des mots qui sont des mots articulés entre eux pour former une théorie. C'est pas simplement des mots, c'est-à-dire l'invitation, la présence, l'intentionnalité vitale forment une théorie. Et donc ce qui se passe, c'est que ces mots permettent finalement aux soignants d'approfondir. C'est ça qui est incroyable, c'est que les mots permettent de sentir des choses qu'ils ne sentaient pas avant, d'avoir les mots. C'est-à-dire que les concepts permettent de sentir des choses qu'ils ne sentaient pas avant, et en retour, le fait de sentir approfondit leur compréhension des concepts. Donc il y a un jeu comme ça, extrêmement, une boucle rétroactive positive. Ce qui n'est pas habituel, ça ? La grande force de la kinésionomie clinique, c'est de mettre des mots sur des choses qui relèvent entièrement et complètement de l'intelligence du corps, des registres de sensibilité. Et ça, c'est pas classique. C'est phénoménologique. C'est phénoménologique, exactement. Et c'est ça qui est très très fort finalement, c'est de pouvoir gagner en habileté langagière pour dire des choses qu'on ne savait pas dire, qu'on pouvait vivre de manière intuitive, et ça les soignants nous l'ont dit, c'est qu'il y avait plein de choses qu'ils faisaient déjà, qu'ils avaient l'impression de faire déjà,
mais que de non seulement avoir les mots, les concepts, ça leur permet d'aller plus loin, et qu'en plus ça crée un collectif, ça crée une communauté professionnelle de soignants qui ont des règles et des valeurs partagées, et donc ça les renforce dans ce qu'ils vivaient de manière solitaire, qu'ils ne pouvaient pas partager puisqu'ils ne pouvaient pas le faire advenir au langage. Et donc ça renforce en plus le sentiment de bien faire son travail, d'être légitimé dans sa manière de le concevoir, de le réaliser. Et puis, ce qui est aussi un des apports, c'est une chose qu'on avait beaucoup discuté, c'est que le travail d'aide-soignant et le travail d'infirmier en particulier sont des métiers qui sont relativement en souffrance aujourd'hui dans l'organisation du travail, parce que très vite, elles ont l'impression d'être frustrées dans le développement de leur habileté professionnelle, et que la kinesiologie clinique, comme ça, elle ouvre un champ des possibles, un horizon des possibles, un horizon de perfectionnement dans ce va-et-vient entre les habiletés du corps et les concepts. Donc c'est intéressant ça, parce que moi, si je me réfère là, vous connaissez peut-être, il y a un sociologue qui s'appelle Frédéric Pierru, qui travaille au CNRS, qui a écrit un livre, La casse du siècle, à propos des réformes de l'hôpital public en 2019. Et il montre bien cette perte d'attractivité de l'hôpital public. Ah oui, complètement, ouais. Avec un taux d'absentéisme de 10% au CHU, dans les CHU, un turnover, des départs, etc. Tout à fait. Et il montre bien que toutes les recherches, le moteur premier de l'investissement dans le travail, c'est pas le salaire, mais le sentiment de faire un travail de qualité, exactement, reconnu par ses pairs et sa hiérarchie, en fait, de donner du sens, quoi. Exactement. Le ressenti, c'est effectivement le relâchement du patient, essentiellement. Quand je vois, effectivement, au départ, il y a comme une résistance, parce qu'il y a de la préemption, voilà. Et vraiment, quand ils se relâchent et qu'ils vraiment ils viennent vers nous, en confiance, il y a vraiment comme une communion qui se fait, en fait. Voilà, on est ensemble et du coup, le corps, la respiration, systématiquement, je trouve, traduisent un relâchement, en fait. Ça ouvre un espace. Ça ouvre les espaces du possible, et notamment sur un registre émotionnel. Pouvoir dire ce que la personne ressent, perçoit, et accueillir ça. Donc ça ouvre un horizon de possibles, donc ça permet aussi de se dire, voilà, je peux encore progresser, je peux encore m'améliorer. Mais ça ouvre aussi en fait le champ du plaisir, la question du plaisir au travail. Et donc on a mobilisé dans l'enquête une théorie du plaisir au travail, qui implique essentiellement là 2 niveaux, mais 3 niveaux. Le premier qui est un rapport de soi à soi essentiellement, c'est-à-dire que quand on fait un travail et quand on fait un travail de soin, on fait très vite l'expérience qu'il y a des choses qui résistent à nos habiletés, à nos connaissances, à notre maîtrise. Et on fait une expérience, dans tout travail, on fait toujours une expérience qui est une expérience désagréable. Ça résiste. Ça ne marche pas comme je voudrais que ça marche, ou comme on m'a appris. Et cette expérience fait naître des sentiments désagréables, de la frustration, de la colère, parfois l'envie d'abandonner, de laisser tomber. Et de cette capacité que le sujet a d'endurer cette résistance, fait que dans cette endurance, dans le fait de persévérer face à cette résistance, il y a petit à petit une familiarité qui se crée avec la matière, avec l'objet du travail. Donc là, en l'occurrence, avec le corps du patient, mais pas que son corps, c'est aussi sa personne. Cette familiarité, cette endurance avec ce qui résiste dans tout travail à nos habiletés, c'est ce qui permet de produire de nouveaux registres de sensibilité avec le temps. C'est-à-dire qu'avec le temps, à force d'endurance, à force d'essais et d'erreurs, de tentatives, on développe en soi des nouveaux registres de sensibilité. C'est-à-dire qu'on devient plus habile. Et de cet accroissement de la subjectivité procède le premier niveau du plaisir au travail. C'est-à-dire, voilà, on a galéré, on a essayé, on a tenté, et puis au bout d'un moment, on a réussi. On a réussi à faire en sorte que ce patient
qui était très angoissé, très, très anxieux de cette toilette difficile. Mais au final, on a réussi, ça s'est bien passé. Et donc je fais l'expérience d'avoir surmonté la résistance que le réel du travail oppose à ma maîtrise. Et donc je fais une première expérience du plaisir au travail. Donc ça, c'est le premier niveau de la théorie du plaisir au travail. Mais il faut que cette manière singulière que j'ai de conjurer la résistance du réel du travail soit reconnue par autrui. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'attestation extérieure que finalement la manière dont j'ai réussi à me débrouiller avec ça est reconnue et sanctionnée par un autre, ça ne va pas, parce que je suis dans l'autoréférence. Donc la reconnaissance au travail, elle est conférée par les bénéficiaires du soin, donc les patients en l'occurrence, sous la forme d'une gratitude, de remerciements. Alors ce n'est pas forcément des choses qui passent par le langage, hein, mais le soignant sent dans la réaction aussi corporelle des choses qui fonctionnent sur le mode de la reconnaissance, c'est-à-dire ça marche. Le sourire, un relâchement, un apaisement, une détente, etc. La reconnaissance, elle doit venir aussi de la hiérarchie. Alors, la reconnaissance de la hiérarchie et des bénéficiaires du soin, elle porte sur l'utilité du travail. Voilà, ce que vous avez fait a été sur l'utilité technique, sur l'utilité sociale, mais bon, sur l'utilité. Et puis, il y a un deuxième niveau de reconnaissance qui est conféré par les pairs, par ceux qui connaissent le travail, comme moi, et qui, eux, portent un jugement qui ne porte pas sur l'utilité, mais sur la beauté. Ce que tu as fait, c'est une belle toilette. C'est un beau soin. Et donc, quand on arrive à obtenir de l'autre cette reconnaissance qui porte sur la manière singulière dont j'ai réussi à traiter des difficultés, et ben là, la question du plaisir au travail s'ouvre totalement. Alors la kinésionomie clinique, elle joue sur les deux niveaux. Elle rend les soignants plus habiles, donc elle leur permet de dépasser des difficultés et donc de gagner en habileté. Voilà. Et en plus, ils obtiennent grâce à ça des signes de reconnaissance qu'ils n'obtenaient pas forcément avant de patients jugés difficiles. Voilà. Et puis, ça crée entre eux un espace de reconnaissance, puisqu'il est référé, les pratiques sont référées à une formation, à un corpus théorique, et que donc ils peuvent attester entre eux du fait que, voilà, par rapport à ce qu'on a appris, de ce qu'on a compris de la kinésionomie clinique, là, la manière dont on l'a fait, c'est, voilà, tu t'es bien débrouillé, tu as réussi finalement à faire cette synthèse entre ce qu'on nous a appris, la difficulté de cette situation qui est toujours singulière, qui dépend de chaque patient. Et donc ça accroît en plus les espaces de reconnaissance. Et le troisième niveau de la théorie du plaisir au travail, c'est que quand mon travail, ma contribution au travail, à la fois me permet, moi, de développer des registres de sensibilité, en plus est reconnu par les bénéficiaires de la hiérarchie comme utile, par mes pairs comme relevant d'un travail de qualité, et qu'en plus j'ai l'impression, par mon travail, de contribuer au travail de culture, un troisième niveau de la sublimation, c'est-à-dire que le travail n'engage pas que moi et le patient, ou moi et mes collègues, mais il engage le monde dans sa globalité, c'est-à-dire le monde au sens de la communauté des hommes. Quand je le fais comme ça avec ce patient, en fait, c'est d'une certaine manière une manière d'honorer quelque chose de la dignité humaine. Alors là, quand on peut vraiment comme ça avoir le sentiment par son travail de participer d'une œuvre de culture, là on fait vraiment... voilà. Et donc, ce que Frédéric Pierru décrit du côté de la souffrance des soignants, c'est à la fois le fait que l'augmentation de la protocolisation et de la standardisation du fait des méthodes de la gestion fait que ce qui est brisé, c'est le premier niveau de la sublimation du plaisir au travail, parce que ce qui est empêché, c'est la créativité. En gros, l'écart à la norme est sanctionné, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire des écarts à la norme, sinon ça ne marche pas. Mais quand il y a un problème et que la direction arrive, ce qu'elle va chercher, c'est l'écart à la norme, l'écart au protocole, l'écart au protocole. Et donc, ces écarts à la norme qui sont nécessaires pour bien faire son travail, puisque chaque situation de travail appelle de la trouvaille, on pourrait dire de la tricherie, on pourrait dire, c'est sanctionné. L'organisation de travail souhaite que les soignants appliquent le protocole à la règle. Et alors, ce que la kinésionomie clinique montre très bien, c'est que c'est pas des techniques
ce n'est pas simplement des techniques. Et ça, les soignants l'ont très bien compris. C'est-à-dire, il y a des techniques, ce sont des techniques qui sont portées par des principes, par des concepts. Et ils comprennent très bien que ce qui est important, c'est aussi qu'eux-mêmes arrivent à trouver leur manière d'honorer à la fois ces principes qui sont des règles, en fait, des règles de travail ou des règles de métier qui sont à la fois techniques et éthiques, mais ils ont totalement leur propre marge de manœuvre pour être créatifs. L'organisation du travail dont parle Frédéric Pierru freine aussi le deuxième niveau du plaisir au travail et de la sublimation, puisque comme l'écart à la norme n'est pas possible, toute la question de la reconnaissance est barrée. Voilà, toute la question de la reconnaissance est barrée. Reconnaissance par la hiérarchie, reconnaissance par les pairs. Ça génère en plus, l'évaluation individuelle des performances génère de la compétition au sein du travail. Donc les soignants ne se refilent même plus leurs trouvailles et leurs trucs. Donc ça peut aussi créer de la solitude, on peut briser la coopération, la confiance. Et le troisième niveau de la sublimation, c'est que cette organisation du travail qui essaie finalement de faire la promotion d'une optimisation et d'une rentabilité, avec une rationalité économique qui est quand même en premier plan, fait que par le travail du soin, on n'a même plus l'impression de pouvoir honorer la culture et honorer la vie par son travail, puisque en fait on est soumis à des contraintes économiques, des contraintes juridiques qui font que ça ne marche plus. Et donc la kinésionomie clinique, en mettant des mots sur des choses très intimes qui relèvent de l'intelligence du corps, je pense qu'elle vient toucher les soignants déjà dans leur... Voilà, et puis elle permet, en mettant des mots, ça c'est la théorie de la coopération, mais qui ressort dans le rapport, mais c'est qu'en mettant des mots sur des choses qui ne pouvaient pas être discutées, elle accroît la coopération entre les soignants. Parce que la coopération, elle naît du fait de pouvoir se donner à soi-même nos propres règles de travail. Et pour se donner à soi-même ses propres règles de travail, pour un collectif, pour qu'il se donne à lui-même ses propres règles de travail, il faut qu'il puisse délibérer sur la manière dont le travail doit être fait. Et donc ce qu'on a compris, c'est que la kinésionomie clinique, puisqu'elle apporte des concepts sur ce qui se passe dans le corps à corps avec le patient, elle permet aux soignants de discuter de la manière de faire le soin et la toilette à laquelle ils n'avaient pas accès avant la formation. Ils sentaient bien que la manière dont faisait le collègue, c'était pas la bonne. Mais ils n'avaient pas forcément les mots pour pouvoir dire aux collègues, là, la manière dont tu fais, c'est pas la bonne. Et donc, finalement, la formation leur donne des concepts pour pouvoir délibérer sur la bonne manière de faire, donc accroît les espaces de discussion et de délibération, donc accroît la possibilité d'aboutir à des règles de travail communes, donc renforce la confiance et la coopération. Et on l'a très bien vu avec les médecins, notamment la coopération entre les médecins et les infirmiers et les aides-soignantes, puisque les médecins formés à la kinésionomie clinique comprennent mieux ce que c'est que le travail de l'aide-soignante et de l'infirmière, qu'eux-mêmes développent des habiletés qu'ils n'avaient pas avant, ce qui fait que quand ils se retrouvent dans la chambre d'un patient et qu'il faut le réinstaller dans le lit par exemple, ou qu'il faut faire quelque chose, au lieu d'appeler la collègue infirmière ou aide-soignante, donc de la déranger dans son soin, tout ça, il va le faire aussi lui-même, ce qu'on appelle les glissements de tâches. C'est au principe de la coopération. C'est-à-dire que, voilà, on comprend mieux ce que c'est que le travail. Donc d'une part, on peut beaucoup mieux discuter avec la collègue infirmière et l'aide-soignante. Et en plus, on n'est pas obligé de l'appeler tout le temps. On peut faire les trucs. Donc ça renforce vraiment la coopération. Donc ça renforce le plaisir au travail, ça renforce la coopération. Donc si ça prend, parce que ce qu'on montre aussi dans le rapport, c'est qu'il y a des liens très forts entre la philosophie de la kinésionomie clinique et la philosophie des soins palliatifs. Donc si ça prend, si ça marche, ça participe du plaisir au travail, de la réalisation de soi dans le travail. Culturellement, est-ce que c'est pas tabou le plaisir au travail? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce qu'on a le droit d'avoir du plaisir au travail? On ne parle que de ça aujourd'hui. La start-up, l'idéologie de la start-up, c'est le bonheur au travail. Ah oui. Avec les happiness managers. C'est pas le même plaisir là. Ah non, on parle pas du tout de la même chose. Mais oui, c'est plus du tout tabou la question du bien-être et du bonheur au travail. C'est devenu quelque chose qui fait partie de l'idéologie managériale et gestionnaire. Avec, vous savez, les baby-foot, le ping-pong, les toboggans chez Google.
voilà, pour changer d'étage. Donc la question du game, hein, du jeu, la question question voilà. Et alors, est-ce que cette augmentation de la collaboration, c'est-à-dire du travail d'équipe, fait partie de l'augmentation du plaisir? Complètement. Ah, complètement. C'est donc un plaisir spécial que de travailler vraiment en équipe. Oui, puisque travailler, c'est pas simplement produire, c'est aussi vivre ensemble. C'est-à-dire que dans toute règle de travail, il y a des choses qui relèvent de la technique, de l'utilité, mais aussi du vivre ensemble. La manière de faire avec un patient ou de faire avec une collègue appelle des règles de vivre ensemble, des règles éthiques. Et donc, pourquoi? Parce que toute décision engage autrui, d'une certaine manière. Donc, respecter les règles que l'on se donne, c'est enfin, voilà. Voilà. Donc oui, le travail du soin ne se fait pas tout seul. Le travail du soin est un travail collectif. Et donc il faut apprendre à travailler ensemble, il faut apprendre à vivre ensemble. Et ça passe par des règles de vivre ensemble aussi. C'est-à-dire la règle de travail, on pourrait faire un truc, on pourrait choisir de faire d'une certaine manière parce que techniquement c'est la plus intéressante, mais il faut aussi que moralement elle soit juste. Ça ne suffit pas qu'elle soit utile ou qu'elle soit efficace, il faut aussi qu'elle soit juste, moralement, éthique. Célia, là, juste pour revenir sur ce que vous avez décrit tout à l'heure, est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez expliquer un peu les recherches dites qualitatives par rapport aux recherches qui sont plus quantitatives sur les évaluations? Oui, alors la recherche qualitative, c'est vraiment, c'est basé à partir en général d'entretiens, on recueille un recueil de paroles et du coup on fait un corpus en fait de différents recueils de paroles et les analyses sont basées à partir de ces paroles-là et elles sont en fait analysées, un peu mixées et valorisées à partir d'une assise théorique. Donc là, du coup, dans le cadre de cette recherche qui est sur la psychodynamique du travail. Et du coup, c'est une valorisation, vraiment je pense que c'est le point le plus important dans ce cadre évaluatif, c'est la valorisation du vécu des soignants. Et voilà, du coup, on a des paroles parfois un peu brutes, et notre objectif, c'est de les interpréter, voilà, de les analyser, de les faire répondre les unes les autres, et puis après d'envelopper ça dans quelque chose de théorique et voilà, qui sera compréhensible et puis diffusable aussi à un plus grand nombre. Donc voilà, donc c'est beaucoup sur la subjectivité aussi des fois, et c'est ça des fois qui oppose un petit peu quantitatif, qualitatif, même si la subjectivité existe aussi dans les chiffres. Et donc votre choix de faire cette étude sous cette forme-là qualitative, ça me semblait plus juste pour la kinésionomie clinique? C'était fondamental puisque, comme disait Nicolas, c'est tout ce qui est sur le sens, il y a toute cette histoire-là de comment dire, déjà du soignant face au patient, du soignant face à lui-même, etc. Et du coup, c'était essentiellement du subjectif qu'on a essayé de reconstituer et puis d'apporter des théories derrière pour pouvoir le rendre plus entendable, parce que c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué, même au départ, quand on se retrouve avec ce matériel-là, de se dire comment on va réussir petit à petit finalement en groupe, nous aussi, à interpréter, à analyser, et puis à voir que l'analyse elle est de plus en plus forte parce qu'il y a de plus en plus de répondants et que même quand on le représente aux soignants, ils valident ce qu'on a écrit, quoi. Je crois que c'est très important qu'on était plusieurs dans le groupe de recherche et que ce soit interdisciplinaire, parce que c'est toute la question de l'interprétation de ce qu'on a recueilli. On fait des entretiens individuels et collectifs, et le sens de ce qui est dit par les soignants n'est pas immédiatement accessible. Il suppose une traduction de la part des chercheurs, une interprétation. Et on n'est pas forcément d'accord entre nous sur la manière d'interpréter pourquoi il dit ça. Et donc c'est pour ça que c'est important d'être plusieurs et de discuter et de croiser nos manières de comprendre les choses et de les articuler après avec des concepts. Le soin, on peut le faire parce qu'il faut le faire,
on peut le faire parce qu'il faut le faire, mais en donnant aussi autre chose pendant ce soin-là. C'est-à-dire que le soin devienne presque... permette à la personne de se restaurer dans le soin. Alors, et je dirais, même si le soin peut être difficile, il y a quelque chose, un cap qu'on peut passer parce qu'il y a suffisamment un sentiment de sécurité suffisamment développé et un sentiment d'être dans le lien pour effectuer ce soin qui fait qu'on peut aller au-delà de ce qui est difficile et de ce qui peut même être douloureux. Donc, finalement, c'est une évaluation qui est intersubjective. On recueille, on s'intéresse à la subjectivité des soignants, mais c'est à travers notre propre subjectivité qu'on essaie de donner du sens, mais un sens qui est une validité scientifique. Je trouve ça intéressant que tu soulignes cette pluralité du regard qui permet d'aboutir à quelque chose. Parce que c'est la même chose qu'on trouve dans la formation en kinésiologie clinique, où moi je les ai vus se transformer à partir de cette pluralité des regards, c'est-à-dire qu'il y a les médecins, comme tu le soulignais, qui voient, qui le regardent sur le soin de base, qu'elles soient des infirmières et des soignantes essentiellement. Mais le fait qu'ils soient là change tout, parce que justement il y a pluralité de regards. C'est ça, dans moi, ce que j'ai vu évoluer, qui a fait apparaître, du coup, cet échange que j'ai traduit par un terme de langage commun. Oui, c'est ça. C'est les prendre soin. J'ai l'impression que c'est la même chose que vous retrouvez, comment, de nos différents regards, on sent les choses qui ont été dites. C'est ça. Je pense qu'à travers la manière dont vous avez pensé la formation, vous avez complètement attrapé les défis de l'interdisciplinarité. Les soins palliatifs, qui se revendiquent d'une approche de soins global interdisciplinaire, ça ne va pas du tout de soi. C'est pas une juxtaposition de professionnels. Ça suppose de comprendre ce que fait l'autre. Ça suppose que le médecin comprenne ce que fait l'infirmière, ce que fait l'aide-soignante, que l'infirmière comprenne le travail du médecin, du psychologue, etc. C'est-à-dire qu'il faut un effort. Ça suppose un effort de compréhension de ce qui se passe pour l'autre dans son travail. Donc je pense que vous avez totalement compris dans le fait de mettre des soignants de différentes professions ensemble dans la formation, de ne pas faire du mono-professionnel. C'est manifestement ce qui est plus riche. C'est ce qui est totalement plus riche, puisqu'on en revient au fait que le travail du soin est un travail collectif, interdisciplinaire, et que c'est le plus grand des défis, de toute manière. La deuxième partie de l'étude, peut-être sur les limites, ou sur les très rapidement. Ouais. Alors, les limites, comment ça voilà. Il y avait des fois, pas tout, il peut y avoir des fois un isolement du soignant quand il est en binôme avec une personne qui n'est pas formée ou qui n'est pas au même point de formation. Donc là, il y a des fois, il peut y avoir une frustration en fonction de l'organisation du travail qui fait que le soignant il peut pas forcément faire le soin comme il l'aurait souhaité, voilà. Autrement dit, la limite, c'est si la majorité de l'équipe n'est pas formée, ne parle pas la même langue. C'est ça. Quand il n'y a pas ce langage vraiment commun, c'est difficile aussi pour eux, des fois, de le revendiquer parce que c'était quelque chose quand même d'assez neuf. Et donc, il fallait aussi qu'eux prennent eux-mêmes leur marque, leurs habitudes. Et puis, voilà, c'est compliqué quand on travaille avec quelqu'un qu'on ne connaît pas ou voilà, de dire moi le soin je le ferai de manière différente ou voilà, c'est un petit peu ça a été un grand frein pour certains. Ensuite au niveau de certaines équipes voilà, quand ils sont pas formés dans la même vague de formation, là aussi il peut y avoir des différences parce qu'il n'y a pas tout le monde qui capte les mêmes choses et voilà, ils n'ont pas forcément non plus parlé. C'était ça aussi l'occasion de faire d'un focus group, c'était de faire un peu ce travail de retour, de communion en fait un peu des discours autour de la kinésio. Et ça c'est des choses qu'ils n'avaient pas forcément eu l'occasion de faire une fois leur formation respective terminée.
Donc là aussi, c'est aussi la complexité des fois d'avoir une formation qui les a tous très intéressés, où ils ont appris plein de choses, puis hop, se retrouver dans la réalité du soin et se dire ah mince, là je suis tout seul, je vais peut-être pas, là j'y arrive pas, là, machin. Puis le risque du coup, petit à petit, de laisser tomber ou d'abandonner la kinésio. Donc c'était pour ça aussi qu'un des enjeux, c'était par rapport aux formations, à des rappels, à des accompagnements, ce genre de choses. Et puis aussi à l'intérêt vraiment de l'accompagnement dans le soin, in situ, quoi. De faire un petit peu des sessions, parce que pendant le Covid, il y a eu l'occasion de le faire, et ça a été très apprécié par les soignants à ce moment-là, de se retrouver vraiment dans le soin à ce moment-là avec le patient. Voilà, qu'il soit accompagné Exactement. pendant un vrai soin. Exactement, pendant un vrai soin, dans vraiment la réalité de leur quotidien, avec tous les problèmes qu'il peut y avoir aussi autour. Voilà, ça c'était un point aussi important. Sur les difficultés, qu'est-ce qu'il y avait d'autre On a beaucoup réfléchi au fait que certains soignants n'aient pas adhéré à la formation. Parce que les personnes qu'on a interrogées nous disaient qu'il y avait des soignants, des collègues, dont on sentait que ça prenait pas, ça les intéressait pas, voire il y a eu des jugements un peu négatifs. Au plan méthodologique, ça a été très compliqué pour nous de les interroger, ces soignants, parce qu'on ne sait pas exactement forcément qui c'est d'une part, et puis notre méthodologie d'enquête faisait qu'on leur demandait de s'engager dans la discussion de leur rapport subjectif au travail, de leur vécu dans le travail. Donc on s'est dit que méthodologiquement c'était compliqué. Donc on a essayé de formuler des hypothèses pour comprendre pourquoi certains soignants n'avaient pas adhéré. La première, c'est que ça suppose de modifier, de changer ses pratiques, et que changer ses pratiques, c'est remettre en question celles qu'on faisait avant, que cette remise en question elle est douloureuse. Ça veut dire que finalement, c'est la prise de conscience que peut-être je ne faisais pas comme il fallait, et que c'est pas tout le monde qui est capable d'endurer cet état affectif difficile et douloureux. Sur la question de la peur aussi, puisque des soignants non formés avaient l'air de dire que la manière dont les soignants formés mobilisaient les patients était dangereuse. Ils avaient l'impression de l'extérieur que de les mettre comme ça au bord du lit, la jambe dans le vide, avec l'appui sur le bassin, c'était beaucoup trop dangereux, qu'il fallait pas faire ça, qu'il fallait mettre la barrière, qu'il fallait... Et donc, on n'est pas tous égaux face à la peur. Donc il y en a peut-être que ça met trop en danger, ces pratiques-là. Donc il faut faire aussi gaffe. Et la troisième raison, cette présence, cette invitation, cet appel à l'intentionnalité vitale nécessite de trouver une forme de juste distance affective et physique avec le patient, ni trop près, ni trop loin, mais que probablement que certains soignants mettent une distance affective et émotionnelle pour se protéger avec les patients, et que la kinésionomie clinique vienne attaquer la manière dont ils se défendent de leur propre souffrance, en leur demandant finalement de modifier cette distance, et que ça vienne à... Voilà. Et donc une des recommandations qu'on a faites dans le rapport, c'est-à-dire qu'il ne fallait probablement pas obliger les soignants à se former, qu'il fallait les inciter fortement, et puis parier ensuite sur le fait que la culture va se diffuser au sein de l'institution. Oui, sur comment communiquer sur la kinésio, même différents degrés, parce qu'on comprend que la formation, ça peut être complexe pour certains, et du coup, mais quand même les sensibiliser, quoi, pour pas non plus mettre en difficulté ceux qui souhaitent utiliser. Non, c'est intéressant, parce que moi je pense qu'il y en a peut-être certains, ça leur suffit juste d'être collègues avec les autres, ils ne sont pas forcément en opposition, mais ça serait trop dur, peut-être émotionnellement, de les amener sur ce terrain-là. Exactement. Je pense que c'est important à respecter. Ça. Totalement. Avec la question fondamentale qui est celle du tempo. Il faut placer ces étapes. Oui. Par exemple, la frustration de se rendre compte qu'on ne faisait pas vraiment bien avant, c'est douloureux, et on peut le dépasser en 8 jours ou en 8 ans. Totalement. Et comment on peut respecter ce temps-là? J'aime bien ton idée qu'il y a diffusion qui se fait progressivement, et du coup ils peuvent explorer, quitte à revenir plus tard. Complètement. J'aime bien si vous avez senti ça, qu'il pouvait y avoir cette nécessité de tempo différent. Ouais. Ça ne m'étonne pas. Ouais, totalement.
Et la dernière limite, c'est l'organisation du travail. C'est que si les soignants, parce qu'il y avait une discussion autour de est-ce que ça prend plus de temps de faire un soin ou une toilette avec la kinésio. Alors la question du temps a été beaucoup travaillée dans l'enquête, avec cette idée qu'effectivement attendre la réponse à l'invitation, ça peut prendre parfois du temps, qu'il faut aussi accepter que le patient refuse, ou ça peut exiger de revenir, etc. Mais que par contre, ça permet d'avoir des soins ensuite beaucoup plus fluides, beaucoup plus faciles, et que donc, en gros, ce qu'on peut perdre à un moment, on le gagne sur la durée, soit du soin, soit sur la durée de la prise en soin, sur plusieurs jours, parce qu'il y a une confiance qui se crée, tout ça. Donc sur la question du temps, bon, la réponse était non, ça prend pas plus de temps. Mais par contre, dans une organisation du travail qui produit de plus en plus de la contrainte de temps, parce que la pression économique fait qu'il faut remplir les lits, il faut que les séjours ne soient pas trop longs, parce qu'il y a une tarification à la durée moyenne de séjour, que comme les soignants sont quand même aussi en souffrance, il y a très souvent des sous-effectifs, donc ils sont de plus en plus en tension. Et faire mobiliser la kinésio clinique dans son travail, ça suppose une disponibilité et une présence à l'hôte qui n'est possible que si elle est garantie et permise par une organisation du travail qui respecte tout ce qui relève de la temporalité psychique du soignant et du patient dans le soin. Et que c'est vrai que les cadences font que c'est beaucoup plus difficile. Il y a une infirmière qui a décrit l'état psychique dans laquelle elle arrive à se mettre quand elle mobilise la kinésionomie clinique. Et elle a la métaphore de la bulle. Elle utilise la métaphore de la bulle pour dire voilà, moi je me mets dans une bulle, j'arrive à me mettre dans une bulle dans laquelle le temps n'existe plus finalement. Voilà. Je fais les soins, je fais la toilette, et puis quand c'est terminé, je me rends compte que waouh, il est cette heure-là. C'est-à-dire qu'il y a un état psychique, un état de conscience, un état psychique qui est là pour le coup un vrai trésor, une vraie habileté, une vraie intelligence du corps, une capacité à se mettre dans cet état psychique-là pour être vraiment en accordage avec le patient, qui peut être très facilement perturbé par une organisation du travail défectueuse, par le fait qu'il n'y a pas de coopération, donc il n'y a pas ces glissements de tâches et donc qui sont tout le temps interrompus. Il n'y a pas de vision partagée. Donc c'est avec la kinésionomie clinique, une des difficultés, c'est que ça leur fait prendre conscience de plein de choses, mais qui ne peuvent pas toujours vivre au quotidien du fait de l'organisation du travail, ce qui peut aussi générer de la souffrance. Ça, c'est des choses qu'on a beaucoup discutées durant l'enquête entre nous. Voilà, de comment faire attention, que dans des organisations du travail où les soignants sont particulièrement maltraités, même si le mot, normalement, est un mot qui ne peut pas être prononcé comme ça, mais parce que c'est une sanction pénale, enfin, c'est le juge qui peut parler de maltraitance, mais dans des organisations de travail qui ne prennent pas soin des soignants, faire attention que la formation à la kinésionomie clinique ne génère pas plus de souffrance qu'il n'y en a déjà. Je me souviens que tu utilises le terme de maltraitance, et je me souviens du rapport de l'HAS, la Haute Autorité de Santé, sur la maltraitance ordinaire dans les hôpitaux, qui date de 7-8 ans, quelque chose comme ça. Un long rapport de 100 pages, où il ne parlait que de ces maltraitances-là, c'est-à-dire, je dirais, les non-bientraitances, c'est-à-dire les non-accueils, les non-écoutes, et tout ça. Exactement. Et c'était impressionnant à lire. C'est effectivement de la maltraitance. La maltraitance ordinaire. Même s'il n'est pas de l'ordre juridique. Oui, exactement. Elle est de l'ordre humain. Exactement. Une maltraitance ordinaire qui en fait est largement banalisée. Oui. Donc elle n'est même plus évaluée comme telle. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une normalisation de la maltraitance ordinaire. Voilà. Les petits gestes d'incivilité, les petits manques de respect, tout ça sont devenus la norme en fait. Tout à fait. Écoutez, merci en tout cas. Oui. Avec plaisir. Grand merci. Merci à vous.